Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez tous bien. Je suis Christian Piel, je suis urbaniste et hydrologue et je vais vous parler des problématiques et des avantages de la gestion, de la maîtrise, de la valorisation des eaux en milieu urbain, donc de toutes les eaux du grand cycle de l'eau, mais non enfin à l'exclusion donc des eaux du petit cycle de l'eau qui sont les eaux potables et eaux usées. Donc je vais vous parler des eaux de pluie, des eaux de la rivière, des eaux des nappes, etc. Et comment on peut les intégrer dans la ville. Cet exposé sera organisé en trois parties. Donc là, vous avez la première partie, il y en aura une deuxième. Donc la première va porter sur la gestion des eaux pluviales, et en particulier la gestion des eaux pluviales en période de risque, quand il y a des très grosses pluies. Qu'est-ce qu'on peut faire? La deuxième partie de l'exposé sera sur les eaux, comment on peut les valoriser, ces eaux pluviales ou ces eaux fluviales, etc. Comment on peut les valoriser, comment on peut les dépolluer, et puis comment on peut les faire circuler en milieu urbain. Et la troisième partie sera un petit peu comment, dans des projets, on peut intégrer toutes ces eaux et toute leur potentialité, euh, et comment ça peut participer de répondre à d'autres sujets tels que la nature en ville, tels que les îlots de fraîcheur, tels que la qualité de l'air, même la qualité des sols, etc. Donc en quoi l'eau peut constituer une clé d'entrée dans un projet bien plus large que uniquement la gestion de l'eau. Bref. Voilà, donc c'est un exposé que je vais faire uniquement à base d'images, enfin, que je vais commenter. L'idée étant de vous montrer à quoi tout ça ressemble. Donc c'est pas du tout des formules de calcul ou des méthodes de calcul ou quoi que ce soit, c'est vraiment en quoi on peut intégrer l'eau dans la ville. Et surtout enfin, en quoi jusqu'à maintenant, ou encore parfois et encore souvent d'ailleurs, euh, comment cette eau n'a pas forcément été intégrée de façon la plus valorisante, que ça a été uniquement conçu d'un point de vue technique, avec une approche de génie civil, on va dire, et comment aujourd'hui, avec une approche un peu plus large, celle du génie urbain, donc qui vous concerne, et éventuellement celle du génie écologique, qui peut également vous concerner d'ailleurs, comment on peut bien mieux intégrer cette eau dans la ville, et surtout, donc, encore une fois, la mettre au service de d'autres problématiques. Donc l'idée, c'est de vous montrer comment vous pouvez détenir les clés pour avoir une autre approche sur la gestion de l'eau et comment voilà, elle peut participer de la qualité de la ville. Et ce à quoi vous devrez d'ailleurs, pour ceux qui choisiront de travailler sur l'eau pluviale, ce à quoi vous devrez vous coltiner, je ne sais pas comment on peut dire, dans le cadre de vos ateliers. Voilà. J'espère que ce système va fonctionner, je ne connais pas très bien. Première slide qui est très importante. Alors j'espère que vous voyez la souris. Première slide importante, c'est celle-ci. En fait, ça permet de montrer en quoi la ville euh, modifie complètement le cycle de l'eau et le perturbe, on va dire, dans un mauvais sens et surtout peut générer certains risques. Si on prend l'image de gauche, et si on considère par exemple que c'est un espace naturel, et qu'on a 1 hectare d'espace naturel comme ça, avec une très faible pente, on peut voir que si, imaginons qu'il y a une très grosse pluie, qu'on va appeler une pluie décennale, donc c'est une pluie qui statistiquement se produit tous les 10 ans, ou alors du moins statistiquement a une probabilité sur 10 de se produire chaque année. On va considérer dans ces cas-là qu'il pleut à peu près 40 mm d'eau, ce qui est à peu près ce qui pleut pour une pluie décennale, 40 mm d'eau, donc c'est 4 cm. Il y a 4 cm d'eau qui tombent. S'il tombe ces 4 cm d'eau sur 1 hectare, en gros, il va donc tomber 400 mètres cubes. Et ces 400 mètres cubes, il y a à peu près 50%, donc 200 mètres cubes qui va s'infiltrer, et 200 mètres cubes qui va soit s'évaporer, soit ruisseler. En ce qui concerne l'infiltration, donc il y a une infiltration profonde, 25%, donc 100 mètres cubes, qui va aller alimenter les nappes, donc qui servira de réserve pour
plus tard, enfin globalement. Et puis il y a 25%, donc 100 mètres cubes, qui va venir alimenter le premier mètre de terre, les deux premiers ou deuxième mètres de terre. Et ça c'est très intéressant parce que c'est ce qui va permettre à ce qu'il y ait toute une vie, tout un biotope dans ces terres. Et donc, tant pour la faune que pour la flore, ça sera tout à fait profitable. Voilà. Et puis donc en surface, il y a à peu près 160 mètres cubes qui vont s'évapotranspirer. Donc s'évaporer, c'est l'évaporation directe. Évapotranspirer, c'est à travers l'évaporation des arbres. Et puis il y a 40 mètres cubes qui vont ruisseler, donc 10%. Ce qui veut dire qu'en point bas de cet espace va arriver à peu près 40 mètres cubes. Donc c'est une eau qui va ruisseler tout doucement, et puis on va dire qu'en une douzaine d'heures, ça aura complètement drainé cet hectare de nature. Ce qui veut dire qu'on aura un débit en sortie de ce champ qui sera extrêmement faible, qui va être de l'ordre de 8 à 10 litres par seconde. Donc très peu. Donc 8 litres à 10 litres par seconde, ça veut dire que si on doit mettre un tuyau pour récupérer cette eau, on va mettre un tuyau qui fera 5 ou 10 cm de diamètre. Donc c'est très peu. Voilà. Si on considère exactement ce même espace, mais cette fois urbanisé, il a été totalement urbanisé, et que se reproduit exactement cette même pluie, on va s'apercevoir que donc, le cheminement des eaux de pluie va considérablement changer. Premièrement, il va y avoir déjà beaucoup moins d'infiltration, donc plus que 15%, très peu pour la nappe profonde, relativement peu pour les sols. En revanche, il va donc y avoir beaucoup de gestion en surface. Il y a moins qui va évaporer ou évapotranspirer, parce qu'il y a beaucoup moins d'arbres, par exemple. En revanche, il y a beaucoup plus d'eau qui va ruisseler. Là, on est sur 55% de 400 mètres cubes, ça doit faire 200, 210 ou 220 mètres cubes, qui va ruisseler, quoi. En mode naturel, je vous rappelle qu'on était à 40%, à 40 mètres cubes. Ce qui veut dire qu'on va avoir beaucoup d'eau en point bas de cet espace, beaucoup d'eau à gérer. Et surtout, cette eau, elle ne va pas ruisseler en 12 heures comme elle fait en milieu naturel. Là, en milieu urbain, comme tout est lisse et comme tout est connecté, l'eau va ruisseler très vite. Et on va considérer qu'en 2 heures, quasiment l'intégralité de la pluie tombée va arriver en bas. Ce qui veut dire qu'on ne va plus du tout être sur 8 à 10 litres par seconde qui vont arriver, on va plutôt être sur 100 ou 200 litres par seconde. Donc c'est énorme. Ce qui veut dire que pour récupérer cette eau, on va devoir mettre des tuyaux qui ne feront pas 10 cm de diamètre, mais peut-être 50 ou 60 cm de diamètre, si ce n'est peut-être plus encore. Voilà, c'est pas qu'il ait plus d'eau, mais c'est que premièrement, il y en a beaucoup plus qui a ruisselé, et d'autre part, elle a ruisselé beaucoup plus vite. Ça veut dire qu'on va avoir un débit de pointe qui sera bien plus élevé qu'en milieu naturel. Donc vous voyez que là, c'est pas le changement climatique ou quoi que ce soit, c'est vraiment l'impact de la ville sur le cycle de l'eau, et c'est ça qu'il faut modifier. Et donc tout notre travail à nous, ça va être de essayer de réintégrer des processus naturels, ce qu'on voit sur l'espace vert, essayer de réintégrer ces processus, donc pas forcément cette nature, mais ces processus naturels, l'infiltration, l'évaporation, la limitation du ruissellement, essayer d'intégrer tout ça dans le tissu urbain. Voilà. J'espère que c'est clair. Quand on n'y parvient pas, et là je prends un petit peu de café. Voilà, merci. Voilà, quand on n'y parvient pas, voilà ce que ça peut produire. On peut avoir comme ça des inondations en milieu urbain, en ville, comme ça, là on est à Montreuil il y a quelques années. Il a beaucoup plu, l'eau ne parvient pas à s'engouffrer dans les réseaux, parce que les réseaux sont saturés, et donc ça ruisselle. Si bien que tous les réseaux se mettent en charge, et comme les réseaux se mettent en charge, enfin, ça veut dire qu'ils débordent, et ce qui veut dire que les équipements qui sont en sous-sol, là par exemple c'est une cave a priori, enfin, il y a quelques temps déjà, ça se met en charge, et quand on dit que ça se met en charge, tout se met en charge. Tout ce qui est sous le niveau de la voirie, quoi. Voilà. Donc l'approche a été
au fur et à mesure que la ville s'est étendue et qu'il y avait des inondations par excès de ruissellement, on a essayé de trouver des solutions. Premièrement, on s'est dit on va agrandir les tuyaux, on va surdimensionner les tuyaux. Enfin, pas surdimensionner, en tout cas redimensionner les tuyaux. Le problème, c'est que ça coûte très cher. Et ça coûte très cher, puis c'est pas tout le temps facile. C'est-à-dire que sous les voiries, il y a tout un tas de réseaux, tout un tas d'infrastructures qui fait qu'on n'a pas tout le temps la place pour agrandir comme ça les tuyaux. Voilà, on essaie de télégérer aussi un petit peu, d'optimiser la gestion des réseaux, mais je vais pas m'étendre. Et puis on fait des bassins de rétention. Donc voilà, ça c'est l'image d'un bassin de rétention qui est toujours existant, qui est à 2 km de Paris, à la Courneuve. Voilà. Et donc il y a un premier bassin qui reprend les eaux on va dire de 2 ou 3 communes de Seine-Saint-Denis. Voilà. Le premier est en béton ici, et puis ça va reprendre les pluies jusqu'à 1 an, les pluies de fréquence 1 an, et en cas de pluie supérieure, ça va déborder dans le deuxième bassin, qui lui est en pelouse, parce que comme c'est beaucoup moins fréquent qu'il soit inondé, et puis que c'est avec une eau qui a déjà décanté, qui est déjà beaucoup plus propre parce qu'elle a décanté ici, il n'y a pas besoin d'avoir un sol en béton. Et puis vraiment pour les pluies exceptionnelles, pour les pluies d'10 ans, on va venir inonder un plan d'eau ici. Voilà. Donc c'est un ouvrage qui est très technique, et comme il est considéré comme technique, il est clos. Voilà. Et comme il est clos, c'est-à-dire qu'on on peut pas passer dedans, on peut rien en faire, quoi. Donc d'un point de vue urbain, c'est dommage parce qu'on a un obstacle à la fluidité. Et puis surtout, c'est un espace qui, hors du temps de pluie, ne sert absolument à rien. Et encore faut-il qu'il y ait une forte pluie pour qu'il commence à servir. Ça veut dire qu'en gros, il est utilisé 1% du temps. Ça veut dire qu'en milieu urbain dense, à 2 km de Paris, on a un espace de plusieurs hectares qui ne sert absolument que 1 à 2% du temps. Donc on peut s'interroger sur l'intérêt de la chose. Voilà, donc d'autres types de bassins de rétention ici. Donc c'est souvent assez moche, il faut le reconnaître. Et puis quand on n'a pas la place, on fait des bassins enterrés, pardon. Des bassins enterrés comme ici, où eh bien, on fait un trou. Et voilà, là c'est à l'échelle d'un bonhomme, vous voyez, on fait un trou, ça c'est à Bagnolet, je crois. Et puis ensuite on recouvre et au-dessus, eh bien, on met une place, on met quelque chose comme ça. Donc ça coûte très très cher, ça coûte dans les 1000-1500 euros du mètre cube de capacité de mètre cube de stockage. Et encore une fois, ça sert extrêmement peu puisque ça ne sert que lors des pluies exceptionnelles. Voilà, ça c'est un autre ouvrage, vous voyez, là c'est l'échelle d'un bonhomme. Et ça c'est une toute petite partie d'un très grand bassin de rétention qu'il y a sous le terrain d'entraînement du Stade de France, qui fait 300 000 m3, donc c'est énorme, et qui reprend, on va dire, un bon quart de la Seine-Saint-Denis. Donc encore une fois, donc quand il pleut beaucoup. Pour éviter que les réseaux débordent, eh bien cette eau, elle est conduite dans un gros bassin de rétention, ce qui désature un peu les réseaux et ce qui évite que l'eau vienne inonder le tissu urbain. Voilà, elle vient, plutôt que de s'épandre dans le tissu urbain, elle vient s'épandre dans les bassins de rétention. Et à la fin de la pluie, et surtout à la fin de la collecte de toutes ces eaux, eh bien, elle est pompée tout doucement, enfin, tout lentement, dans les réseaux qui, eux, sont cette fois désaturés. Voilà. Voilà donc ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant, c'est des bassins, des gros bassins de rétention qu'ont pu mettre en œuvre des collectivités. Il se trouve que depuis 1991, avec la loi sur l'eau, l'État, selon le principe des pollueurs-payeurs, demande à tous les aménageurs et tous les promoteurs de compenser l'impact de l'urbanisation, de leur urbanisation, par des bassins de rétention. Bref, en gros, dès qu'on construit aujourd'hui quelque part, on doit, au sein de l'opération générale, construire un bassin de rétention. Que ce soit un parking, que ce soit une école, un hôtel ou des lotissements, des centres commerciaux. Bref, chacun doit avoir son bassin de rétention. Ce qui fait qu'on a aujourd'hui des centaines et des milliers de bassins de rétention un peu partout, et sans qu'on sache tout le temps très bien quoi en faire, quoi.
Voilà, ici, donc, c'est un bassin de rétention d'un parking à Villepinte, c'est pareil, Villetaneuse, pardon, Villetaneuse, donc c'est pareil, là c'est à 3-4 km de Paris, on a imposé ce bassin, le gars savait pas très bien quoi en faire, il a fait un trou, puis bon, c'est un peu moche, ça sert à rien, et c'est comme ça. Donc, voilà. Là c'est pareil, un autre exemple de bassin de rétention ici, là. Euh, voilà, donc tout ça, c'est les, on va dire, les ratés de la rétention, et Dieu sait s'il y en a encore énormément. Mais là on voit que, enfin, voilà, mais j'y reviendrai après. Euh, Là, c'est un petit dispositif de rétention d'eau pluviale. En réalité, c'est une canalisation, une grosse canalisation qui a été surdimensionnée pour pouvoir stocker un peu les eaux de pluie. Donc l'eau arrive ici, là, dans l'orifice rond, là, en premier plan. Elle s'écoule tout doucement jusqu'à une évacuation qui a en point bas là-bas, qui est une toute petite évacuation qui doit faire 2 ou 3 cm. Et puis, donc, quand il pleut, tant que le débit d'apport est supérieur au débit d'évacuation, eh bien, il y a une mise en charge de la canalisation. Donc voilà, l'eau, elle se stocke là temporairement pour éviter d'aller saturer les réseaux aval. Le problème, c'est qu'elle se colmate très vite, puisqu'en réalité, l'eau pluviale, c'est quand même une eau qui est généralement relativement chargée de fines, de sable, de choses qu'elle a entraînées dans son ruissellement. Et donc, généralement, ça se colmate, ce type d'ouvrage. Donc, on évite, enfin, on ne recommande pas ce type d'ouvrage, parce que premièrement, ça se colmate vite, et d'autre part, ça s'oublie très vite. Donc, en réalité, ça se bouge très vite. Et donc, quand il pleut beaucoup, en réalité, ça déborde, et ça déborde sur la voirie. Donc, ça n'a absolument plus aucun intérêt, quoi. Voilà. Et puis, ça, c'est le pire de tout, c'est ce qu'on appelle les structures alvéolaires ultra légères, donc les saules, qui sont un petit peu comme des éponges, c'est-à-dire que on fait un trou dans le sol, on met ce type de matériaux, de structure alvéolaire, voilà. Et puis on met une bâche dessus, on referme, et donc on connecte les tuyaux de gestion des eaux dans ces ouvrages, et voilà, quand il pleut, l'eau vient se stocker dans ces ouvrages. L'intérêt ici, c'est d'éviter d'avoir à faire une structure en béton, qui est tout le temps beaucoup plus coûteuse, beaucoup plus compliquée à mettre en œuvre. Là, c'est une structure autoportante, et voilà. L'inconvénient, là encore, c'est le fait que ça se colmate extrêmement vite, et là, on ne peut pas du tout le nettoyer, ou très peu, très mal le nettoyer. Donc en réalité, c'est encore plus vite oublié que les canalisations surdimensionnées, ça n'est pas visitable, etc. Néanmoins, c'est énormément mis en œuvre, parce que c'est très facile à mettre en œuvre, et voilà, c'est très facile à concevoir, et ça prend très peu de temps à mettre en œuvre. Donc pour les aménageurs ou les promoteurs un peu pressés, et pas forcément, comment dire, soucieux d'un développement durable, eh bien, ils choisissent ce type de choses. Bon, vous verrez en quoi tout à l'heure, c'est pas très intéressant. Voilà, ça c'est une structure alvéolaire, donc on voit bien que c'est pas visitable à moins d'être une fourmi, mais voilà. Tout ça, voilà. Bon, c'est quelques exemples comme quoi ces ouvrages sont complètement oubliés, euh, voilà, souvent assez mal accessibles. Voilà, ça c'est des ouvrages que j'avais visités il y a assez longtemps. J'étais chargé de vérifier ces ouvrages lors de la livraison des chantiers, enfin à la fin de chantier, dans la visite de conformité, et généralement ils étaient déjà bouchés euh, à la fin du chantier. Donc voilà, les ouvrages enterrés, c'est des choses qui sont vraiment à éviter, parce que très mal entretenus. Voilà, un ouvrage qui là encore est bouché, vous voyez, c'est une canalisation surdimensionnée justement, qui s'est colmatée, donc l'eau ne se vide plus, donc quand il pleut, l'eau déborde, et on ne sait pas très bien ce qui peut se produire, mais vous voyez, elle n'est pas du tout maîtrisée cette eau. Voilà, ça c'est un système de pompe qui permet d'évacuer l'ouvrage, l'eau pluviale de l'ouvrage. Là encore, comme il y a un manque d'entretien, les pompes ne fonctionnent plus, et donc le bassin reste bouché, et en cas de grosse pluie, il n'a aucune utilité, donc ce qui est bien dommage, puisqu'il y a eu un certain investissement qui a été fait, et que, n'étant pas efficace, il peut générer des inondations par ailleurs. Voilà, et puis tous ces ouvrages impliquent d'être assez équipé pour pouvoir descendre dans les ouvrages, pour pouvoir les entretenir, etc. Donc c'est un coût en réalité qui peut être assez élevé. Donc nous, on prône une autre approche qui est la gestion des eaux pluviales à ciel ouvert.
Voilà. Et ça, c'est un premier exemple, c'est un bassin de rétention qui est à Clichy-sous-Bois, ville, ville, euh, ville, ville plutôt sympathique. Donc c'est le Formule 1 de Clichy-sous-Bois, donc hôtel plutôt sympathique. Et donc on leur a demandé de faire une rétention, et eux, ils ne sont pas cassés. Ils ont fait un trou dans leur pelouse. Et puis il y a l'eau qui arrive, alors, je ne sais pas si vous voyez le petit truc là, mais il y a l'eau qui arrive au fond, et puis qui s'écoule tout doucement, et qui va rejoindre le réseau, mais encore une fois à débit régulé, donc à tout petit débit, pour ne pas saturer ce réseau. Pourquoi je montre cette image d'un intérêt quand même moyen? C'est qu'en réalité, là, la chose est très simple, on est sûr que ça fonctionne, c'est accessible, et puis c'est le jardinier ou l'équipe de tonte qui, lorsqu'elle passe, ben, tond le bassin, quoi. Donc voilà, c'est pas très intégré, mais au moins on est sûr que ça fonctionne. Voilà. Ça, c'est un autre dispositif. Là, je vous montre un petit peu comment petit à petit, dans l'histoire, on va dire, mais c'est pas encore abouti, hein, il y a des efforts pour que l'ingénieur qui conçoit les bassins travaille un petit peu avec les paysagistes et essaie d'intégrer son ouvrage. Donc là, par exemple, ici, on voit bien que c'est un bureau d'études techniques qui a fait sur AutoCAD probablement ou sur autre chose un carré avec une profondeur. Donc bref, il a fait son bassin de rétention. Et puis à la fin, il a dit au paysagiste, dis non, tu pourrais pas me paysager tout ça. Donc il y a un paysagiste qui a mis une espèce de haie, la moitié crevée d'ailleurs, et puis des petites plantes ici. Bref, on sent qu'il y a une envie d'intégration, mais c'est pas encore abouti, quoi. Vous voyez que d'un point de vue intérêt, c'est un espace qui est figé, qui a pas grandi. Là, c'est la même chose, un grand bassin de rétention, bien vert, avec des arbres et tout. Donc le gars s'est dit, bah, c'est presque un parc, donc bah, c'est ouvert au public. Mais le problème, c'est que si un enfant, par exemple, court dans ce parc et ne voit pas cette grosse cunette ici, là, boum, il tombe, et puis il peut se faire mal, quoi. Donc on voit bien que c'est un bassin de rétention qui est très technique, mais qui a été décoré un peu en parc. Euh, Là, par contre, c'est un exemple un peu plus abouti d'intégration en milieu urbain, c'est-à-dire qu'on a une ZAC qui est particulièrement moche, il faut reconnaître, et on a un bassin de rétention au centre qui est tout aussi moche, donc il y a une cohérence dans l'approche euh, dont on peut se féliciter. Plus sérieusement, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a eu un petit travail quand même, en se disant, bah, il y a un espace qui sert à rien, c'est un giratoire, enfin du moins le centre d'un giratoire, mettons-y le bassin de rétention. Donc là, il y a une petite réflexion commune entre le concepteur, l'hydrologue, et puis l'urbaniste. Et ensuite, autre exemple d'intégration, ce qu'on appelle les nous. Alors on a beaucoup parlé des nous pendant un certain temps, aujourd'hui un petit peu moins. L'idée c'est quoi? C'est de faire un fossé en fait en milieu urbain. Et pour que ce fossé en milieu urbain ne soit pas trop pénalisant, on fait ce fossé avec une pente la plus douce possible et une profondeur la plus réduite possible. Et, euh, et on végétalise tout ça. Donc ça donne ça, donc ce qui est plutôt pas moche, hein, c'est un espace vert, une bande verte, et puis quand il pleut, il y a en l'occurrence l'eau de la circulation douce qui ruisselle tout doucement dans la noue. Voilà. S'il y a beaucoup d'eau qui arrive, eh bien ça se met en charge, donc ça veut dire l'eau monte dans la noue. Euh, et puis à la fin de la pluie, elle va s'évacuer, il y a un tout petit trou ici, elle va s'évacuer dans la noue suivante, qui elle-même va s'évacuer dans la noue suivante pour rejoindre un réseau qui est sous la voirie ici. Donc encore une fois, l'idée c'est que le débit d'eau soit régulé de façon à ne pas venir saturer brutalement le réseau sous la voirie. Il y a certaines noues qui peuvent également être évacuées par infiltration. C'est pas le cas ici parce que là le sol il y a du gypse et de l'argile, donc le fait d'infiltrer les eaux dans un sol pareil aurait pu poser problème. Et comme on disposait d'un réseau, on a évacué ces noues dans le réseau. Voilà, donc des noues, c'est pas forcément des espaces d'infiltration, c'est surtout des espaces de stockage temporaire des eaux pluviales. Voilà, donc ça, c'est des exemples de noues qu'on voit un petit peu. La précédente était à Bordeaux, là c'est Aubervilliers, où en fait c'est une noue qui est en pied de bâtiment, et qui a été financée en partie d'ailleurs par le bâtiment pour pouvoir rejeter les eaux gravitairement dans cette noue, mais donc qui est en fait un espace vert décaissé.
qui est plutôt bien intégré, vous voyez, et qui coûte pas très cher. Et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que le promoteur qui a construit ces bâtiments, lui, a préféré participer au financement de ce parc pour pouvoir y rejeter ses eaux pluviales, plutôt que de faire un bassin de rétention enterré. Donc, vous voyez, il y a un premier usage, un premier double usage du financement lié à l'eau. Et ça, je vais y revenir. Ça, c'est un exemple aussi dans un parc à Aubervilliers où on a une noue. Donc la noue, elle est sous la clôture ici, là. Euh, voilà, le paysagiste qui est l'agence Terre, une très bonne agence de paysage, s'est dit, ben, en fait, puisqu'on fait affaire à un décaissé pour la noue, autant essayer d'y mettre quelque chose. Donc ils ont mis une clôture, et puis ils ont dissimulé un peu la clôture par de la végétation. Et pour les spécialistes, ça s'appelle un saut de loup ou un AHA, qui est un dispositif assez fin, c'est-à-dire que l'idée c'est d'encaisser la clôture. Donc il y a bien la clôture, mais d'un point de vue visuel, on la voit à peine, puisque le regard passe au-dessus de la clôture. Donc ça donne une impression d'espace non fermé, alors que l'espace est fermé. Voilà, c'est une petite technique paysagère intéressante, à quoi la noue vient apporter son service. Voilà. Et puis donc, petit à petit, on s'est dit, mais en fait, il faut qu'on intègre mieux ces nous. Parce que si on en fait des ouvrages enterrés, ça ne fonctionne pas, c'est oublié. Si on en fait des ouvrages à ciel ouvert, mais qui n'ont qu'une fonction de rétention, c'est pareil, c'est mal entretenu, ou ça dessert le paysage. Ce qu'il faut, c'est qu'on parvienne à mieux intégrer ces dispositifs de stockage. Donc ça, c'est un exemple qui a été fait dans un parc à Villemomble, tout près de Paris, là encore, où on nous a demandé, pour reprendre les eaux d'une médiathèque, reprendre les eaux d'un parking et reprendre les eaux d'un collège, pardon, qu'on fasse un gros bassin, enfin qu'on fasse un bassin de rétention, pardon, de 300 et quelques mètres cubes, 330 mètres cubes. Voilà. Et nous, enfin, ce qu'on nous a demandé, c'était, pour être certain que ce bassin fonctionne, c'est que son alimentation soit gravitaire et qu'il soit à ciel ouvert. Voilà, ce qui permet d'une part d'être certain qu'en cas de pluie, l'eau va bien s'écouler, puisque c'est gravitaire, et surtout que c'est à ciel ouvert, donc si jamais il y a un dysfonctionnement, on va tout de suite le voir, et surtout on pourra y accéder tout de suite, on pourra y intervenir tout de suite. Mais nous, la difficulté, c'est que le point bas était... donc le bassin est forcément au point bas, hein, pour que ça puisse être alimenté gravitairement. Donc la difficulté, c'était que nous, notre point bas, il était dans un parc ici, là. Et on ne pouvait pas tout enlever, il y avait de très beaux arbres, on ne pouvait pas supprimer les beaux arbres, donc on a fait le choix, nous, de faire juste quelques bosses, comme ça, vous voyez, et l'eau de pluie vient se stocker sur certaines zones en fonction du type de pluie. Là, c'est une pluie, je crois que ça doit être pour une pluie 1 an, c'est-à-dire, statistiquement, pour les pluies jusqu'à 1 an, on va venir inonder cette partie-là. Et pour les pluies supérieures, on va venir inonder ces parties-là complémentaires. Voilà, ça c'est le résultat une fois terminé. Voilà, c'est un bassin qui a déjà maintenant une petite quinzaine d'années, mais qui a encore exactement ce même visage. Il n'a pas changé. Voilà, donc c'est une pelouse qui est gondolée et dans lequel les enfants aiment bien aller courir, etc., s'allonger, prendre le soleil. Et c'est en réalité un bassin de rétention, mais vous voyez que par rapport à... Enfin, ça participe un peu de la qualité du parc, et puis l'entretien se fait comme se ferait enfin comme pour un parc normal, quoi. Par exemple, nous on a travaillé avec le gars de l'espace vert de la ville pour faire en sorte que sa tondeuse, sans avoir à la changer, puisse passer dans les trous ici, dans les dénivelés, pour tondre la pelouse, quoi. Voilà, donc c'est un exemple d'intégration de bassin de rétention. Un autre exemple ici, à Saint-Denis, où c'était une cité sociale de logements sociaux qui a été construite dans les années 70 sur des espaces pas chers. Et donc des espaces pas chers tout près de Paris, en fait, c'est des espaces qui sont fréquemment inondables. Donc cette cité a été construite dans le lit majeur d'un ruisseau qui s'appelle la Vieille Mer et qui passe à travers la cité aujourd'hui dans un tuyau. Mais voilà. Donc à chaque grosse pluie, cette cité était partiellement inondée. D'une part par l'eau de pluie qui
qui tombaient sur cette cité, puis d'autre part par ce ruisseau qui s'étendait sur son lit majeur et qui inondait un petit peu tout ça. Dans les années 2000, il y a eu une opération de réhabilitation, et avec l'urbaniste Serge Renaudy, on a réfléchi à comment on pouvait mieux intégrer ça, sachant que on pourra pas supprimer le problème. Donc ce qu'on a fait, c'est que, premièrement, tous les espaces extérieurs qui avaient un réel usage, comme les terrains de foot, terrains de basket, etc., on les a rehaussés, on les a mis hors d'eau. Pardon. Et tous les autres espaces, les espaces verts, on les a décaissés et on les a rendus inondables. Mais pour ne pas avoir à clôturer tous ces espaces, on s'est dit il faut que la population sache que c'est des espaces inondables et que même lorsque c'est inondé, ils puissent circuler dessus. Donc on a fait une passerelle comme ça dessus. On a mis des pierres et puis surtout on a mis des bosses ici. Il y a tout un tas de petites bosses qui ne servent absolument à rien si ce n'est à montrer que cet espace, eh bien, il est décaissé et il est inondable. Et comme il y en a plusieurs dans la cité, l'idée c'est que les gens petit à petit s'habituent à voir que les espaces verts qui ont des bosses et une passerelle s'inondent quand il y a une grosse pluie. Ils ne savent pas forcément pourquoi ça s'inonde, mais ils comprennent bien que c'est prévu pour, puisqu'il y a une passerelle. Et donc ils ne s'inquiètent pas. On leur a montré un petit peu le fonctionnement, comment l'eau monte tout doucement dans le bassin et comment elle s'évacue ensuite. Et, et voilà. Je ne peux pas aller en arrière, donc je ne peux pas revenir pour commenter les images précédentes, mais c'est pas grave. Voilà, là c'est exactement le même principe, dans la même cité, mais un bassin qui est un peu plus loin, où, là encore, là où c'est inondable, on a mis des bosses, et puis on a mis une passerelle, si bien qu'ils savent que eh bien, ça s'inonde progressivement comme ça, voilà, tout doucement, bam, bam. Et, et qu'à la fin de la pluie, tout ça s'en va et que ça refonctionne. Et puis on a fait de cet espace, donc on voit bien les bosses ici, on a fait de cet espace un terrain de jeu. Alors là c'était en phase de fin de chantier, mais depuis il y a une tyrolienne qui part de la base au premier plan pour aller jusqu'à la base tout au fond là-bas. Et donc c'est un parc urbain. Et ce qui est intéressant ici, c'est que c'est avec l'argent qui était destiné à la gestion des eaux pluviales qu'on a pu acheter cet espace et en faire un parc. Donc le parc a été financé par l'argent de la gestion de l'eau. Et donc c'est là où ça devient intéressant, c'est on voit qu'avec un même euro, on peut finalement répondre à deux problématiques, la problématique de la gestion de l'eau et la problématique par exemple des espaces d'agrément en milieu urbain. Voilà, j'y reviendrai parce que pour moi ça me paraît important. Voilà, là on voit bien les bosses et puis on voit bien la passerelle ici. Un autre bassin de rétention, qui est un grand parc, qui est à Noisy-le-Sec, un grand parc urbain, qui à l'origine était une réserve foncière destinée à mettre des bassins de rétention, justement, pour reprendre les eaux d'un immense lotissement ici, et puis de tout un espace commercial et zone d'activité. Et à l'origine, c'était un bureau d'études techniques qui avait commencé à gérer le problème et donc qui avait fait déjà les premiers trous pour faire des gros bassins de rétention très profonds, avec des pompes de relevage, avec des clôtures, etc. Enfin bref, ça ruinait la qualité de l'espace. Et puis il y a l'agence de l'eau qui est allée voir la mer, en l'occurrence, de Noisy-le-Sec, en lui disant c'est plus possible d'agir comme ça, là on est à 3 km de Paris, il y a un besoin foncier qui est énorme, il existe aujourd'hui d'autres pratiques, donc faites un concours, faites travailler les paysagistes et des hydrologues pour intégrer ces bassins de rétention, et nous on vous financera la chose. Donc c'est un parc qui fait 5 hectares, qui coûte à peu près, enfin à l'époque c'était il y a une dizaine d'années, qui coûte à peu près 5 millions d'euros, qui a été financé à 90%, on va dire, ou 95% par l'agence de l'eau. Donc on a bien un espace vert au service de la ville, financé par la problématique de l'eau. Voilà, donc ça c'est un espace pour les petites pluies. Alors là on est en partie haute, donc la partie, comment dire,
en bas de l'image, c'est la partie haute, et la partie en haut de l'image, c'est la partie basse. Et donc, en cas de pluie, il y a des tuyaux qui viennent alimenter les petits cercles bleus là, en partie haute, d'autres tuyaux qui vont alimenter les cercles bleus en partie basse, et puis il y a même des tuyaux qui vont alimenter la zone tout en bas là-bas, qui est une zone humide. Ça, c'est en cas de petite pluie. En cas de pluie un peu plus importante, la zone humide va se mettre en charge. Et puis en cas de pluie 5 ans, ça commence à être les espaces verts qui se mettent en charge. Et en cas de pluie 10 ans, il y a une partie comme ça qui est inondée. Voilà, donc c'est donc bien un bassin de rétention, mais qui est également un parc. Voilà, ça c'est vu d'en bas. C'est vu de l'autoroute. Il y a une autoroute, l'autoroute A3, qui passe juste au pied de ce parc. Euh, Voilà, donc ça c'est la zone humide. Et puis en cas de petite pluie, voilà comment ça se met en charge. Et en cas de très grosse pluie, voilà, ça vient inonder une partie qui est légèrement décaissée ici, comme ça, ici, là en bleu. Et là pareil, je sais pas si vous voyez je crois pas que vous voyez la petite souris, mais bon. Voilà. Et ça, donc ça c'est la partie haute, une fois réalisée. Donc ça c'est les petits cercles dans lesquels il y a des tuyaux qui viennent alimenter, enfin, il y a des tuyaux de gestion des eaux de pluie, les tuyaux d'assainissement qui reprennent les eaux des lotissements et qui viennent dessous alimenter ces espaces. Les tuyaux se mettent en charge, l'eau se met à déborder de ces cercles-là, là, et puis ruisselle tout doucement et va rejoindre un grand espace vert qu'il y a au centre. Voilà, une fois que l'herbe a poussé, le voilà. Euh, voilà, ça c'est en gros, voilà, là encore, c'est des cercles desquels sourd l'eau de pluie, donc duquel sort l'eau de pluie, et qui vient inonder ces grands espaces verts. Et à la fin de la pluie, ça s'écoule gravitairement, ça repart dans ces ronds-là, et ça va rejoindre le réseau, et là encore à débit régulé. Donc vous voyez que là, c'est bien un parc, et pourtant, c'est son usage qui a permis son financement, c'est la gestion des eaux. Voilà, ça c'est à Noisy-le-Sec, c'est vraiment, c'est tout près de Paris, et ça a permis quand même de créer un bel espace. Avec la zone humide en point là-bas qu'on devine au pied du talus, qu'on a pu construire d'ailleurs comme ça, talus enfin merlon, un gros merlon qui permet de ne plus entendre l'autoroute et de ne plus voir l'autoroute surtout. Voilà, donc une vue globale. Donc là, on voit bien, d'abord, enfin, c'est un espace inondable, et on a mis des jardins familiaux, on a mis des espaces de pique-nique, on a mis des aires de jeu, enfin on a mis tout un tas de choses, comme un parc normal, mais encore une fois, c'est un bassin de rétention. Voilà, je ne rentre pas dans le détail. Autre, autre espace de rétention, euh, une aire de... Enfin non, c'est un parvis de collège, c'est à Villetaneuse, c'est pareil encore une fois, à 4-5 km de Paris, au nord de Paris. Donc là, en fait, il y a eu une voirie nouvelle qu'on voit là, et cette voie nouvelle, puisqu'elle imperméabilise les sols, devait être compensée par des bassins de rétention. Ces bassins de rétention, on voulait qu'ils soient durables, donc pour ça, il fallait qu'ils soient à ciel ouvert et alimentés gravitairement. Comme on était en milieu urbain dense, on ne pouvait pas figer un espace euh, uniquement par sa fonction hydrologique, donc on a intégré dans l'espace urbain cette fonction hydrologique. Et là, en l'occurrence, on a donc rendu inondable un parvis de collège et puis un espace vert juste à côté. Et donc en cas de pluie, voilà, ça vient s'inonder plus ou moins progressivement. Voilà, ça c'est réalisé. Donc ça c'est le parvis qui est inondable. Donc c'est forcément très peu décaissé, ce qui permet d'éviter de mettre des clôtures, ce qui fait que les collégiens peuvent très bien pénétrer dans les bassins, enfin dans les zones inondables. Et pour l'essentiel, ils sont d'une intelligence suffisante pour ne pas aller se noyer dans les 20 cm d'eau qu'il y a quelques heures tous les 10 ans. Donc voilà, en réalité, on peut très bien comme ça intégrer des dispositifs de rétention, même en milieu urbain très sollicité, comme ici. Voilà, on peut. Ce que je veux montrer en mettant cet exemple-là, c'est qu'on peut inonder un peu n'importe quoi en ville. C'est-à-dire quand on vous demande de gérer les eaux pluviales en milieu urbain, on ne peut pas répondre
qu'on n'a pas de place pour ça. On a de la place, on a forcément de la place. En milieu urbain, il y a tout un tas d'espaces qui peuvent être inondables en cas de pluie exceptionnelle. Pardon, c'est un exemple ici. Là, je passe. Ça, c'est un... Excusez-moi. Ça, c'est un bassin de rétention qui a été réalisé à Sevran. Donc, c'est pareil, on va dire à 15 km de Paris. euh, Où, en fait, il y avait un gros besoin de faire un bassin de rétention parce qu'il y avait tout un quartier qui était mal drainé, qui s'inondait à chaque pluie. Donc, il fallait faire un gros bassin de rétention. Et la collectivité, en l'occurrence le département de la Seine-Saint-Denis, s'est dit, mais on dispose d'un espace à côté. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire ce bassin de rétention dans cet espace? En fait, on s'est dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas surtout aménager cet espace et le rendre inondable en cas de grosse pluie? Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un pré-bassin. Là, c'est le giratoire qui forme le rond, là, en bas de l'image. Et il reprend les premières pluies. C'est-à-dire que quand il pleut un petit peu, il n'y a que cet espace, que ce giratoire qui est inondable. Et en cas de plus grosse pluie, quand les besoins sont plus importants, donc en termes de stockage, ça déborde dans un espace vert qui est en l'occurrence qu'on a aménagé en golfe. Et ce golfe s'inonde progressivement pour stocker les eaux de pluie, pour éviter encore une fois de saturer les réseaux. Donc ça, c'est le giratoire, un jour où il est tout à fait plein. Et puis ça, c'est de l'autre côté du giratoire, c'est dans le golfe, pardon, c'est dans le golfe, où bien l'eau se stocke temporairement. On voit ce qu'on appelle les laisses de crue là sur le côté. Et voilà, donc 99% du temps, ce golfe est fréquentable. Et je crois même que lorsqu'il est plein pour une pluie d'10 ans, on peut encore euh, pratiquer le golf sur les parties hautes et ça fonctionne très bien. Donc là encore, c'est un équipement qui a été financé par le budget assainissement. Voilà. Et donc maintenant, je vais vous présenter toute une suite de rétention, euh, de dispositifs de rétention qui sont intégrés à d'autres types d'espaces. Euh, Ouais, donc je vais vous montrer différents types de rétention d'eau pluviale qui sont intégrés à des dispositifs. Alors premièrement, ça c'est un bassin de rétention. Alors c'est d'abord un plan d'eau permanent et on vient stocker les eaux de pluie excédentaires sur ce plan d'eau. Euh, voilà, donc il y a 20 cm d'eau qui en cas de grosse pluie viennent se rajouter au plan d'eau normal. Ça c'est un autre exemple de plan d'eau inondable. Ça peut paraître curieux le terme de plan d'eau inondable. Mais c'est un plan d'eau qui a un niveau d'eau permanent. Et puis en cas de pluie, il est capable d'encaisser des mètres cubes supplémentaires qui vont ensuite rejoindre le réseau, qui vont ensuite s'infiltrer. Euh, voilà. Et donc quelques heures après la pluie, le niveau d'eau sera revenu au niveau normal. Voilà, ça c'est un exemple d'un bassin de rétention euh, qui est à Clichy-sous-Bois et que peut-être vous avez vu dans le film Les Misérables d'ailleurs. Parce qu'il y avait il y avait pas mal de plans qui ont été tournés dedans, et malheureusement, j'ai pu constater qu'il avait retrouvé son état quasiment initial, le pauvre, de dégradation. Enfin bon. Voilà, donc ce bassin de rétention a été construit dans les années 70, quand on a construit la ville de Clichy, enfin la ville nouvelle de Clichy-sous-Bois. Donc il y a eu des urbanistes qui ont dessiné tout un tas de tours, et puis à un moment, ils se sont dit, ben, quand il va pleuvoir, on ne saura pas évacuer toutes ces eaux, en tout cas tout ce débit d'eau qu'on a fait augmenter. Donc il faut qu'on fasse un bassin de rétention. Donc il y a des ingénieurs probablement qui ont dit ok, on va s'occuper de ça. Donc ils ont dimensionné tout ça et ils ont fait un gros bassin de rétention. C'est un espace qui fait, je sais pas, 1 hectare et puis qui est décaissé de 3,50 m. Donc c'est un trou. Et comme ça peut présenter des dangers, ils se sont dit on va clôturer tout ça avec des grosses clôtures, des grosses barrières en béton qu'on voit au fond. Et voilà. En réalité, toute la population locale, en particulier les jeunes, ont pris l'habitude de sauter, voire de casser les clôtures en béton et de jouer dans ce bassin de rétention. Et là, on voit par exemple un terrain de tennis avec au centre un filet
qui est illustré par des caddies. Et puis la limite du terrain de tennis, c'est également des caddies, quoi. Voilà. Donc ça témoigne de l'usage qu'il y a de ce parc, de ce bassin. Voilà, et donc la collectivité s'est dit un jour il va y avoir un accident, ça va être un vrai problème. Donc il faut qu'on trouve une solution. On ne peut pas se voiler la face comme ça, fermer les yeux devant le risque, il faut qu'on aménage la chose. Donc on a demandé de faire un projet et d'intégrer ce bassin. Ça c'est l'image du bassin de rétention dans son état existant, avec les voies d'accès en noir, et puis un tuyau qu'on voit sur la gauche qui vient alimenter le bassin. Je ne vais pas rentrer en détail parce que c'est un peu compliqué sans flèche. Et voilà ce qu'on a fait. Donc nous on s'est dit, bah, puisqu'ils viennent jouer au sport, enfin faire du sport, autant mettre des équipements sportifs dessus. Et donc on a mis des équipements sportifs, et puis sur la partie basse, on a couvert une partie de ce bassin qui va nous servir de pré-bassin. Et donc en cas de pluie, voilà, ça c'est l'image une fois réalisée. Une fois réalisée, et puis ça c'était juste après la livraison du chantier, on va dire. Donc vous voyez, c'était très joli, hein. On a construit des gradins, on a construit tout un tas d'escaliers pour évacuer le bassin dès qu'il se met en charge. Et puis surtout, donc, sur la partie du fond, qu'on a rehaussé, dessous, on a fait un pré-bassin. Ça veut dire que lorsqu'il pleut, lorsque c'est une petite pluie, les espaces extérieurs ne sont pas inondés, l'eau est contenue dans ce pré-bassin. Et c'est uniquement en cas de grosse pluie où ce pré-bassin déborde et vient inonder les terrains de sport. Voilà, ça c'est le pré-bassin. Et puis en cas de petite pluie, les eaux sont contenues à l'intérieur. Et en cas de grosse pluie, ça déborde dans le bassin jusqu'à le remplir totalement. Et à la fin de la pluie, ça va se vidanger tout doucement. Voilà. Et donc ça, c'est le pré-bassin. Enfin, ça, c'est oui, c'est le pré-bassin et le bassin. Le lendemain de l'ouverture officielle, hein, donc il est en superbe état. Donc là, vous ne reconnaîtrez pas le bassin qu'il y a dans Les Misérables. Euh, et ça, c'est quand il y a déjà eu une première appropriation de l'ouvrage par la population locale et par ces artistes. Voilà. Et puis, lorsqu'il est inondé, quoi. Voilà. Là, c'est la même chose, par temps sec, et puis par temps de pluie, où il est complètement inondé. Voilà. Bref, ce que je veux montrer, c'est que même un bassin de rétention, ces ouvrages un peu techniques qu'on a parsemés comme ça dans les milieux urbains, et surtout en périphérie des centres urbains, on peut comme ça les réintégrer dans la ville, c'est aussi à nous de le faire. Et on peut stocker donc un peu n'importe où. Là, c'est un terrain de basket dans un collège qui sert de bassin de rétention. Ici, c'est un parking, le parking de Décathlon à Créteil, pour ceux qui souhaitent visiter Créteil et ses bassins de rétention. Voilà, donc ça, c'est en fait, ils cherchaient à comment stocker leurs eaux pluviales, et donc nous, on leur a proposé un dispositif pas cher et, et très simple techniquement. En fait, on inonde le parking, en tout cas une partie du parking, selon ce principe-là, où on a un petit pré-bassin au centre de la voirie. En cas de pluie, la voirie s'inonde sur quelques centimètres. Et pour la pluie 10 ans, on inonde l'intégralité, quasiment l'intégralité du parking, sachant qu'on a quand même conservé un accès aux voitures, même si c'est un peu inconfortable, sans se noyer. Ça, c'est quand on a dit à Decathlon que c'était 2 heures tous les 10 ans, ils ont dit ok, il n'y a pas de souci, effectivement, c'est plutôt une bonne idée, quoi. Donc ils ont fait ça, et depuis, il semble qu'ils en soient très contents. Voilà, donc on peut même inonder un parking, ça ne pose pas forcément de problème. Si on devait l'inonder tous les jours ou à chaque pluie, ce serait un problème. Si on l'inonde 2 heures tous les 10 ans, ça l'est plus. Vous voyez, en fait, c'est à nous de fixer le curseur par rapport aux usages attendus de l'espace qu'on va inonder. On peut inonder les toitures. Donc, comme je vous disais au tout début de l'exposé, quand il pleut, c'est 4 cm d'eau qui tombe. 4 cm d'eau, donc c'est 40 kg au mètre carré. Ce qui veut dire que c'est un poids qui est tout à fait soutenable pour une toiture. Voilà. On parle souvent des problèmes d'étanchéité. En réalité, un toit, ça doit être étanche. Qu'on y stocke l'eau dessus quelques heures ou qu'on n'y stocke pas l'eau quelques heures. Quand il pleut beaucoup, il faut qu'un toit soit étanche. Donc
le fait qu'on y stocke temporairement de l'eau ne change en rien ses capacités ou ses qualités d'étanchéité. Voilà, ça c'est un toit inondable. Voilà. Et puis ces toits, ils peuvent être végétalisés et on peut les inonder, même s'ils sont végétalisés. Ou on peut, par ailleurs, on peut se servir du substrat végétal, donc de la terre qui porte cette végétation, pour en faire un petit peu une éponge et stocker également, ou du moins ralentir l'écoulement des eaux sur la toiture. Donc en réalité, les toitures végétales, et en particulier si elles ont une certaine épaisseur, peuvent être intéressantes pour gérer les eaux de pluie. En revanche, si c'est juste du sédum sur 2 cm de terre, ça n'a absolument aucun intérêt. En tout cas pour la gestion de l'eau. Voilà, et puis on peut également s'amuser un petit peu avec l'eau. Bon, c'est pas forcément des très bons exemples, mais là c'est un projet d'école maternelle où on voit la cour. Là, il y a une cour sur le côté gauche de la slide. C'était le schéma de principe de la cour où on avait dit, ben voilà, on va mettre un enrobé poreux au centre et puis un enrobé non poreux en périphérie. Ce qui fait que, donc c'est le enrobé, c'est cette espèce de bitume comme ça. Et on voit que le bitume non poreux, quand il pleut, devient brillant, comme ici, là. Et le bitume poreux, lui, devient mat. Et donc, autant par temps sec, on aura quasiment une même apparence, autant par temps de pluie, il va y avoir un brillant et un mat qui va venir se contraster. Et là, en l'occurrence, dessiner un poisson. Donc évidemment, il faut être poète pour lire le poisson, mais c'est quand même l'idée, quoi. Là, c'est un peu la même chose. C'est comment dans les nous, on pouvait faire apparaître des petits bonhommes. Euh, voilà. Là, c'est dans un projet à Blanc-Ménil où on a proposé en fond de bassin de mettre de très gros pots de fleurs flottants. Si bien que lorsque le bassin part en sec, enfin lorsqu'il est vide, bah, les pots de fleurs sont au fond du bassin. Et partant de grosses pluies, eh bien, le bassin se remplit. Et plutôt que de détruire la végétation qui est en fond de bassin, eh bien, elle se met à flotter dans ce pot de fleurs. Et voilà quoi. Et ça, c'est donc les pots de fleurs qui font 8 ou 9 mètres de diamètre. Je crois que c'est 9 mètres de diamètre et qui font quand même 21 tonnes. Hein. Voilà. C'est pour vous donner une échelle de- des ouvrages. Et voilà, qui viennent flotter, je passe un peu vite, voilà, qui viennent flotter dans le bassin. Alors là, c'est par temps sec, c'est à la fin de la phase chantier. Et puis par temps de pluie, vous voyez, quand sur la partie gauche, les assiettes, là, les pots de fleurs flottent déjà, et sur la partie droite, ils flottent pas encore. Là, c'était vraiment à la fin du chantier, donc les plantations n'avaient pas poussé encore. Et bref, on a donc ces pots de fleurs qui flottent. Vous voyez, c'est une façon de s'amuser un petit peu dans les dispositifs de rétention. Euh, Voilà, on peut s'amuser. L'eau, c'est aussi une dynamique, c'est aussi des reflets, c'est aussi une force. Enfin bref, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire avec cette eau, euh, sachant que, en l'occurrence pour les bassins de rétention, cette eau, elle est très peu là, quoi. Encore une fois, les bassins de rétention ne vont se mettre en charge que pour les pluies très exceptionnelles. Donc, donc voilà, quoi. C'est pas un cours d'eau, c'est une présence de l'eau événementielle. Voilà. Donc, je vous ai parlé jusqu'à maintenant de, de compensation. Enfin bref, il y a l'urbanisation. L'urbanisation étanche la ville et pour compenser cette étanchéité, on construit des bassins de rétention. Donc on a une approche très curative. On construit la ville et on fait des bassins pour limiter son impact. On peut essayer d'avoir une approche plus préventive, c'est-à-dire essayer de concevoir une ville qui, elle, imperméabilise le moins possible. Et là, par exemple, c'est un cheminement piéton qui est posé sur de l'herbe, ce qui fait que lorsqu'il pleut, bah, l'eau peut s'infiltrer, enfin une partie de l'eau
peut s'infiltrer, du moins percoler dans le sol, et ne pas rejoindre le réseau. Donc on limite l'impact de l'urbanisation, on limite l'étanchéité du sol. Un autre exemple, c'est des stationnements, des parkings avec ce qu'on appelle une structure alvéolaire de surface qui permet l'infiltration de l'eau. Alors ça fonctionne plus ou moins bien, mais disons que dans le nord de la France, ça fonctionne plutôt pas mal. Et puis il y a depuis des dispositifs mieux que ça. Mais bref, c'est l'idée, quoi. C'est que même un parking, on peut peut-être le, dé- le désétancher. Voilà. Ça, c'est un projet que j'ai vu en Allemagne où il y a eu un travail assez global de désimperméabilisation. C'est-à-dire qu'on a à droite un béton poreux, et puis on a à gauche des structures alvéolaires, on a des graviers, etc., qui fait que lorsqu'il pleut, eh bien, une bonne partie de l'eau s'infiltre. Et c'est très intéressant parce que au lieu d'avoir 90% de l'eau qui ruisselle, on n'en a que 50 ou 60%. Ce qui veut dire que au lieu d'avoir pour un hectare un bassin de rétention qui fera 400 mètres cubes, on va avoir pour un hectare un bassin de rétention qui fera peut-être 200 mètres cubes. Ce qui veut dire qu'en changeant les revêtements de sol, on a économisé 200 mètres cubes. Donc vous voyez, en termes d'intégration, c'est intéressant, c'est beaucoup plus intéressant. Et l'économie l'économie qu'on a faite, l'économie qu'on a faite en mettant des revêtements poreux, non, voilà, permet de financer justement ces revêtements poreux. Voilà. Dans l'économie qu'on a faite en réduisant le volume de rétention, permet de financer ces revêtements poreux. Voilà. Ici, c'est un parking, c'est le parking du Zénith de Strasbourg qu'a fait nos amis d'un bureau d'études qui s'appelle Infraservice. Et je vous conseille d'aller visiter leur site. Infraservice, c'est un bureau d'études qui travaille sur, qui est notre concurrent d'ailleurs, Urban Water, mais qui font des choses très intéressantes, eux aussi. En particulier sur la désimperméabilisation, je trouve qu'ils travaillent pas mal. Et voilà, ça c'est un parking qu'ils ont fait, euh, où ils ont désétanché les places de parking. Ensuite, au centre, il y a l'eau qui ruisselle et qui vient s'infiltrer. Et puis, quand elle s'infiltre, si elle sature un petit peu, elle va rejoindre des espaces verts qu'il y a au centre du parking, légèrement décaissés, et qui viennent reprendre encore les eaux. Si bien que le parking est constitué un peu comme une vaste éponge, et fait qu'en cas de grosse pluie, elle ne rejette rien au réseau. Donc, contrairement par exemple aux grands parkings des centres commerciaux qu'on peut voir par ailleurs, qui eux génèrent des débits de pointe énormes, là il y a ce travail de désimperméabilisation. Et en plus, en termes de paysage, c'est assez intéressant, je trouve. Et moi, enfin, c'est plus agréable de circuler dans ce type de parking que de circuler dans les parkings euh, complètement bitumés. D'autant plus que là, comme c'est un parking de Zénith, c'est des parkings qui sont assez peu sollicités. Mais par contre, quand ils sont sollicités, ils sont quasiment tous pleins, quoi. Donc, comme ils sont assez peu sollicités, ça veut dire que la nature, elle peut profiter de la lumière, du soleil toute la journée. Et donc, ça fonctionne très bien. En fait, on a vraiment un très bel espace vert. C'est pas forcément possible dans un parking euh, des centres commerciaux très sollicités où toute la journée il y a des bagnoles dessus. Mais ce qu'on peut faire, c'est éventuellement végétaliser comme ici les parties des parkings les moins sollicités. Voilà, bref, on n'est pas obligé d'appliquer ça oui ou non, enfin systématiquement. Ça peut être comme ça de façon un peu pondérée. Voilà, ça c'est le parking du centre Pompidou de Lens, où notre amie Catherine Mosbach, paysagiste, elle a fait le choix de désimperméabiliser les accès et d'imperméabiliser les places de parking. Donc c'est assez joli, je trouve. Et puis surtout en termes d'hydrologie, le parking devient très poreux, quoi. Voilà. Et puis ça c'est de l'enrobé poreux qu'on a employé ici une opération à Montreuil qui était enfin qui est toujours très en pente, hein. Mais tellement en pente que premièrement elle générait beaucoup de ruissellement et puis surtout on ne pouvait pas y faire de bassin de rétention. Donc on a travaillé avec l'architecte de façon assez fine pour multiplier les rétentions un peu partout, sur le toit, sur la toiture terrasse ici. Ensuite,
Voilà, on voit la circulation de l'eau là, dessinée par les chaînes. Ensuite, l'eau est conduite dans un petit bac et le jardin est légèrement inondable. Et on a même mis au sein des gabions, là, à l'intérieur des structures en pierre, on a mis des petites bâches qui font que l'eau, là encore, vient se stocker. Bref, il y a toute une suite de rétention qui fait que lorsqu'il pleut, même s'il pleut beaucoup, il y a très peu d'eau qui sort de la parcelle. Donc il y a vraiment une forte régulation au sein de la parcelle. Et on a mis ensuite un enrobé poreux pour accéder à ces bâtiments. Enrobé poreux qui lui aussi ralentit le ruissellement. Si bien qu'on arrive au point bas de l'opération avec un débit de fuite faible, en l'occurrence 10 litres par seconde, sans avoir fait de bassin de rétention en tant que tel. C'est une succession de petits dispositifs de rétention. Voilà. Avec son impact en termes de nature en ville, là encore relativement limité. Voilà, et puis pour conclure cette première partie, un exemple à Bruxelles où c'était un site existant, complètement imperméabilisé, une zone industrielle, qu'ils ont décidé de désimperméabiliser et je trouve qu'ils ont très bien réussi. Donc ils ont cassé le bitume et puis mis tout un tas d'espaces verts avec de la terre très poreuse, enfin, essentiellement à base de sable, qui fait que les eaux de ruissellement viennent dans les espaces et s'infiltrent. Voilà, il y a ça un petit peu partout dans cette zone industrielle. Voilà, ce sont des exemples. Même sur les toits qui n'étaient pas du tout des toits prévus à cet effet, surtout qu'on est en zone industrielle, ils ont mis néanmoins un tout petit peu de sédum et puis des accès, on peut s'y promener, alors c'est à pied évidemment, mais d'un coup c'est des espaces qui sont beaucoup plus intéressants et, et, euh, et qui participent un petit peu de la gestion de l'eau. Et puis on voit donc là sur la partie haute, sur la partie basse, on voit qu'ils sont tous désimperméabilisés comme ça. Et donc ils ont aujourd'hui un débit qui est 150 fois inférieur au débit qu'ils avaient quand tout était imperméabilisé. Donc on peut, vous voyez, on peut là encore, enfin là encore, on peut là en l'occurrence intervenir sur l'existant. Voilà, j'ai terminé cette première partie. J'espère que c'est des conditions qui quand même sont supportables, que vous avez pu comprendre des petites choses. Euh, eh bien, on se retrouve sur la deuxième partie ensuite, qui sera sur la valorisation de ces eaux. Et puis voilà. À tout à l'heure, ou à bientôt.